Oncle Julien, las d'une vie d'aventure et de mystère, retrouve les siens après 50 ans d'absence. Mais le vieil aventurier meurt subitement et le médecin soupçonne un acte criminel. L'enterrement a lieu 2 semaines plus tard. Un jour de juillet, un podcast en 21 nouvelles de Philippe Crubézy. Aujourd'hui, Luc ni Lola, lectrice Nathalie Bécu, musique Charlie Nelson. Rue de Louvois, Paris 2e. Putain d'agrégé de merde, il m'a pété ma diégèse, ce qu'on fait chier, merde! Bordel de merde! 2 policiers verbalisent les scooters garés devant les grilles du square Louvois. Ils lèvent la tête cherchant d'où proviennent ces hurlements. Un petit garçon, perché sur le toboggan de la petite aire de jeu qui longe la rue Lully, désigne du doigt le monsieur accoudé à sa fenêtre au 2e étage. Luc se rend compte qu'il a crié trop fort et se dépêche de rassurer les policiers en exhibant son portable. Sans se concerter, ils lui font le même signe impérieux de la main « On se calme, monsieur, merci » et reprennent leur routine répressive. Le gamin se lance sur le toboggan métallique en rigolant, tête la première, bras tendus et pieds relevés en arrière comme un parachutiste. Il crie « Ouh, ça brûle !» Lola en train de se changer dans la chambre. Sur un cintre accroché au bouton de la penderie, son chemisier ivoire. Sur le lit, l'étroite veste noire. Elle prend le temps de zipper sa jupe droite, noire, elle aussi. Ainsi habillée, elle sera serrée et contrainte, mais c'est bien pour un enterrement. Puis elle se regarde attentivement dans la psyché avant de rappeler son mari à l'ordre. Elle s'applique à hausser la voix pour qu'il l'entende depuis le salon et arrête de téléphoner. « Il faut bientôt partir, caro mio. L'enterrement est à 15h, on va être en retard. Tu ne vas pas y aller en t-shirt, bermuda et tongs. Moi, je suis quasi prête. » Luc, assis sur le rebord de la fenêtre, dos au garde-fou. Il considère son téléphone, le fait tourner entre ses doigts. Il hésite. Doit-il rappeler José, lui réexpliquer encore le scénario et ses temporalités décalées? Ce sera la 3e fois. Ou doit-il se vexer définitivement et envisager la perte d'un ami d'enfance? José ne comprend pas le principe de la série. Son foutu monde universitaire est trop petit, engoncé dans une idée surannée du récit. Déjà 50 fois 26 minutes, il n'arrive pas à se l'imaginer. C'est à se demander dans quel monde il vit. C'était bien la peine d'avoir retraduit l'Iliade pour avoir une pensée aussi étriquée sur la fable. L'Amérique de Trump, un meurtre et 50 suspects dans 50 États, 50 semaines d'enquête, 50 épisodes qui se suivent ou pas, se répondent ou pas, à visionner dans n'importe quel ordre. Puzzle, miroir explosé. Et toujours pas d'assassin, ou bien 50, façon Agatha Christie. N'importe lequel de ces étudiants de première année comprendrait, et ce sont loin d'être tous des flèches. Enfant, Luc se faisait offrir des puzzles de 1000 pièces et les fragments colorés envahissaient le plancher de sa chambre. Au fur et à mesure que l'image morcelée se reformait, il inventait l'histoire, le scénario qui advenait sous ses yeux. Les feuilles rousses des platanes sous un ciel bleu sans tache. Beau mois d'octobre, le long du canal du Midi. Julie pédale en tandem avec son frère ou son cousin, Marc. Elle sait qu'il l'aime d'un amour impossible et qu'il voudrait se marier avec elle. Lola, face au miroir de la salle de bain, reprend son chignon, épingle après épingle. Elle n'y arrive pas. Il n'est jamais droit et serré comme elle veut. Un chignon doit être impeccable, sinon il est misérable. Il dit le désordre. Les bras qu'elle tient en l'air font se creuser son estomac sous son diaphragme, et cette position est fatigante.
Elle est en jupe et soutien-gorge, ses côtes qui affleurent sous la peau dessinent sur son torse des parenthèses régulières et maladives. Je maigris. Come c'è. Le miroir la renvoie à la découverte de ses premières radios chez l'oncologue. Couleur aujourd'hui contre noir et blanc hier. Il y a 5 ans, quand ils ont détecté les nodules au poumon, tout a tremblé autour d'elle. Alors voilà, son tour était venu. Le temps de la peur était venu. Les explications trop lapidaires du docteur, son sourire réconfortant, ses doigts étonnamment chargés de bagues, son anneau dans l'oreille, son tatouage sur le cou. Sur le parking de l'hôpital, la nuit était tombée à la vitesse d'une malédiction. La seule chose que Lola avait comprise ce jour-là, c'est qu'elle allait devoir lutter contre quelque chose qu'elle ne pourrait jamais saisir, un ennemi invisible et omniprésent. Lola a pleuré longtemps, en cachette, puis a séché ses larmes. Le to-be broker connaissait la musique et l'avait soigné, chassé le crabe. Depuis sa rémission, l'idée confuse d'une rechute n'a jamais quitté Lola, mais là, elle lui revient en pleine gueule. Plein phare. La route est dégagée vers le tombeau ouvert. Lui remonte le souvenir des nausées, des cheveux qu'elle n'arrive pas à retenir, de l'extrême fatigue pleine de désespoir après chaque chimio. Le désespoir, elle a su le cacher, donner le change, ne pas désespérer Biancourt. Mais aujourd'hui, elle n'est pas sûre d'en avoir la force, ni l'envie. È ritornato. Luc a envie d'une cigarette, mais la maison est non fumeur. L'odorat de Lola est aiguisé et il vaut toujours mieux éviter de mettre en colère une Italienne. Il faut qu'il bouge, qu'il parle, qu'il partage son exaspération. Plutôt que de rejoindre Lola dans la chambre où elle va lui répéter de s'habiller, il se lève et fait face au square. Pas un souffle d'air. Depuis le début du mois, les arbres sont figés dans l'attente de l'étincelle qui les fera brûler. Dans 50 ans, il y aura des pins parasols à Paris et la fontaine du square sera asséchée comme les 4 fleuves que ces 4 statues célèbrent. L'après-midi va être terrible de chaleur, pourtant il va falloir qu'il mette ce putain de costume. Pour ce qu'il en a à faire d'enterrer oncle Julien. Le gamin qui est remonté sur le toboggan le regarde et lui fait le signe de la main que lui ont adressé les flics. « On se calme, monsieur, merci. » Luc singe le garde à vous et le gamin rigole avant de repartir tête en avant sur la planche de métal chauffée à blanc. Il crie encore « Ouh, ça brûle !» Un lascar en scooter déboule sur sa roue arrière et, moteur en sur-régime, fend la rue Rameau dans un angle de trompe-la-mort. Le conducteur qui n'a pas de casque mais un chapeau de brousse sur la tête prend le temps de faire un doigt d'honneur aux uniformes. Les flics sont médusés. Luc pense à Steve McQueen dans La Grande Évasion. Pourquoi José ne veut-il pas comprendre qu'au bout du banc, on s'en fiche de l'histoire policière, de son dénouement, qu'elle n'est qu'un prétexte à la dérive, à la rêverie. Oswald n'est intéressant que grâce à Ruby et parce qu'on n'est pas complètement sûr que ce soit lui le véritable assassin de Kennedy. Ce qui fait rêver, c'est le hors-champ, la planque du tireur dans son immeuble, le trajet de la balle au travers des arbres, à la rigueur l'élan de Jackie vers son mari avec son trou dans la tempe, son tailleur maculé. Mafia ou pas mafia, CIA ou pas CIA, ce qui fait histoire, c'est la peine des Américains devant la violence de leur pays et qui va, ou pas, les faire réfléchir et bouger. Le drame change la vision du monde, fait bouger les volumes comme les paysages et l'enquête est un carburant gratuit pour faire avancer les personnages dans ces volumes et ces paysages. L'intérêt, c'est la route, le déplacement. Road movie, ils appellent ça. Moi, je dis une fiction itinérante. Mais qu'est-ce que tu connais de la fiction, mon pauvre José ? Debout devant le miroir, Lola s'ausculte. Ses doigts partent à la recherche de l'alien tapi sous l'épiderme. De pression en pression, elle retrouve une cartographie intime qu'elle pensait avoir oubliée, mais dont elle reconnaît chaque détail. Grain de la peau, rotondité, plaine, monts et vallées, os. Mouvement du sang, comme on devine au loin celui d'une source.
Mais elle n'entrevoit rien de suspect, sinon une chaleur inhabituelle de la peau, doublée d'une coloration blafarde qui l'étonne. Elle appuie sous les aisselles, pas de douleur. Elle appuie là où elle suppose être le foie, la rate, pas de douleur, mais qu'est-ce que ça prouve? Elle n'ose pas palper ses seins. Elle lève la tête et fait face à elle-même, les yeux dans les yeux. Oh, un aspetto spaventoso. Bon, elle n'a pas rajeuni, rien d'étonnant. 2 ans de traitement au napalm, 50 ans, un fils de 20, brillant, mais au bord d'abandonner ses études pour dessiner des petits Mickey, la placardisation au boulot, Luc qui n'en fout pas une rame pour l'aider dans la maison, et voilà une larme qui s'échappe en une traînée noire de mascara. Gelsomina bourgeoise, pauvre chose presque nue dans sa salle de bain, Lola se sent seule devant le miroir. Si longtemps qu'elle se sent seule. L'échec qui guette tous les jours, la bataille, le struggle for life, l'amour incertain et maintenant la maladie qui revient peut-être. Comme il est difficile de partager ses angoisses et ses peurs sans se montrer faible ou dépassé. Luc n'écoute pas, ou mal. Il parle de ses idées, de ses scénarios. Sa logorée crée autour de lui une bulle, un sas de décontamination qui l'exclut. Si elle ne lui fait pas part de ses craintes, il ne s'apercevra de rien, n'entendra rien de ses alarmes. Il est là et n'est pas là. Lola se saisit du tube de rouge à lèvres, envoie valser le capuchon et écrit sur la glace en lettres majuscules « Au secours !» Le décathlon. 10 épreuves à enchaîner en 2 jours. Au club d'athlétisme du lycée d'Orsay, José et Luc, nourris de légendes athéniennes et lecteurs fanatiques des mythes grecs de Robert Graves, se rêvaient en athlètes antiques, sportifs complets, surhommes civilisés. Le décathlon sembla à ces 2 très jeunes gens pleins d'idéalisme la discipline idéale pour assouvir leur quête. Les mercredis et les samedis, ils prirent l'habitude de s'entraîner ensemble au gymnase ou au stade, à la recherche du beau geste, de la belle attitude, prémisse du dépassement et de l'exploit. Très vite, leur objectif fut que l'un ou l'autre, sinon les 2, participa au championnat de France 89, l'année de leurs 20 ans. Préparation, ils disaient prolégomène, à Barcelone 92. Ils s'entraînèrent l'un à côté de l'autre des heures durant, se soutenant, s'encourageant, se congratulant ou se consolant au gré des performances et des compétitions. C'était l'âge du « un pour tous, tous pour un », l'âge du partage où l'on rêve de cercles unificateurs, de fraternité pour toute la vie, ici ou là, n'importe où et malgré tout. Dans 30 ans à Bornéo en Land Rover, on fumera de l'opium, on se baignera sous les cascades. Un jour, José se réceptionna en dehors des matelas de mousse après un Fosbury Flop manqué à 1,90 m. Bassin multifracturé, très longue hospitalisation. Rêve brisé pour les 2 adolescents. Luc laissa tomber l'athlé mais n'abandonna pas son copain, le visitant quasi quotidiennement à l'hôpital, puis chez lui, l'aidant à ne pas décrocher scolairement, l'année du bac, en lui apportant à domicile les cours qu'il ne pouvait plus suivre. José rata de peu la mention très bien. Bien des années plus tard, dans le sillage de son idole Jean-Pierre Vernant, José obtenait une chaire au Collège de France sur l'étude des religions antiques, tandis que Luc guignait la direction des études à la Fémis. José dédicaçait ses ouvrages savants à son fidèle ami, et Luc inventait toujours un personnage de professeur un peu fou dans ses scénarios. « Pourquoi tu m'emmerdes à remettre en cause le mécanisme de ma narration ?» Lola a cessé de pleurer. Elle a épuisé toutes ses épingles à cheveux, mais son chignon tient la route. Elle sent son crâne emprisonné, s'attire, mais ça la tient droite, vers le haut. Elle finit de boutonner sa veste noire et s'assoit sur le grand lit. Lola regarde la belle photo sur la table de nuit.
Joël et Luc qui jouent au tennis dans les jardins du Luxembourg. Tous les deux au filet. Joël en extension à 15 cm du sol, muscles tendus et le même rictus de vainqueur qui déforme leur bouche. La balle quelque part, mais pas dans le champ. C'est elle qui a réalisé la photo depuis l'extérieur du cours, derrière les grillages, et elle se souvient qu'à côté d'elle, il y avait Fanny Ardant accompagnée d'un homme, tous les deux magnifiquement habillés et les reflets du soleil couchant sur la fameuse chevelure. Lola a discrètement scruté les alentours, mais il n'y avait pas de caméra. La vedette regardait son mari et son fils jouer au tennis, simplement. Lola a pris plusieurs photos du match, s'appliquant à ne pas tourner la tête vers l'actrice pour ne pas la gêner. Quand elle a remisé l'appareil dans son étui, Fanny Ardant avait disparu et Lola n'était plus certaine de l'avoir vue. Elle n'est plus certaine de rien. Depuis la fenêtre ouverte du salon, elle entend le bruit d'une moto qui s'éloigne et qui revient, qui s'éloigne et qui revient. Le timbre du moteur, agressif et syncopé, lui fait mal. Elle ne peut pas s'empêcher de crier « Luc, ferme cette putain de fenêtre, s'il te plaît !» Elle va pour ajouter « Et viens t'habiller, maintenant !» Mais elle se retient. Au fond, elle s'en fiche. Il peut venir au Père-Lachaise en Bermuda ou en string, ce n'est pas son affaire. Lola réajuste ses bagues, vérifie ses boucles d'oreilles, 2 fins anneaux d'or sertis d'un diamant, lisse sa jupe sur ses cuisses. Elle attend. Luc a toujours eu besoin que José valide ce qu'il tentait de créer. Autant dans leurs exercices sportifs, les 2 garçons étaient du même niveau, à quelques points près sur le score d'un décathlon putatif, autant, et encore plus après l'accident, José avait de meilleures notes au lycée. Luc n'en conçut aucune jalousie, mais un respect et une admiration sincères. En retour, il savait qu'il en imposait à José par sa facilité à créer des histoires d'un rien, d'une intuition, d'un rêve. Mais même si son ami était incapable d'inventer, de poésifier la vie comme lui, Luc avait besoin de son approbation. Il quémandait son imprimatur et sa caution intellectuelle. Souvent, quand ses propositions étaient vraiment tangentes ou trop novatrices pour l'esprit somme toute un peu court de José, Luc s'employait à disputer, le saoulait d'arguments pour que l'autre lâche enfin prise. Mais ça, parler, Luc savait faire. Voilà qu'aujourd'hui il échouait. Sa souffrance en était réelle. Il y avait là du dépit amoureux. Le dilemme n'était insurmontable. Tout reconsidérer et tout réécrire, ou passer outre et laisser s'échapper plus de 30 ans de sa vie. Lola est assise sur le lit et passe le dos de sa main sur sa jupe tendue. Depuis 10 minutes, Luc lui raconte sa conversation avec José, sa peine et son incompréhension. Il se rase et parle fort pour couvrir le bruit de l'eau qui bouillonne. Il sort de la salle de bain vêtu uniquement de son caleçon, une trace de mousse à raser accrochée au lobe d'une oreille. « C'est quoi ces Kleenex pleins de rouge à lèvres dans la poubelle? Tu as la main qui tremble? Je passe le costume et on y go? Je mets une cravate ?» Lola regarde ses cuisses et le mouvement de ses mains sur ses cuisses, ses veines gonflées, ses bagues, son alliance, ses ongles vernis. « Après la cérémonie, je ne rentrerai pas à la maison, » dit-elle. Luc est en train d'enfiler son pantalon de l'autre côté du lit. « Ok, ça marche. J'en profiterai pour me remettre au scénar. » Il finit de boutonner sa braguette et ajoute à mi-voix. « Agrégé de mes deux. »